Dans cette vidéo, je vais aborder brièvement la coopération entre coopératives sous ses différentes formes en m'appuyant sur le livre Cooperativism at Work que j'ai édité et partiellement écrit et qui a été publié chez Routledge en février 2026. Ce livre a reçu des mentions positives de la part d'économistes importants, notamment Thomas Piketty. Quand on évoque les coopératives, on imagine généralement d'abord une coopérative prise individuellement comme une coopérative de travail associée, une coopérative agricole ou une coopérative de consommation. Et en fait, derrière cette réalité se cache une structure organisationnelle bien plus vaste, établie entre les coopératives et qui constitue probablement l'un des principaux moteurs de leur développement. Elle explique en grande partie comment et pourquoi il existe aujourd'hui plus de 3 millions de coopératives, dont plus de 300 000 coopératives détenues par leurs travailleurs. Pourquoi l'emploi coopératif est aujourd'hui estimé à environ 10% de la population active mondiale, dont environ 15 millions de personnes dans des coopératives détenues par leurs travailleurs, et pourquoi les coopératives représentent une part considérable du PIB dans de nombreux pays, comme 7% en France ou en Allemagne, plus de 8% en Italie ou 18% en Nouvelle-Zélande, par exemple. Ou pourquoi elles représentent une part considérable de la commercialisation des produits agricoles, comme 25% aux États-Unis, ou pourquoi elles sont en grande partie responsables du développement des régions prospères entières, comme l'Émilie-Romagne en Italie ou le Pays basque espagnol. Cette réalité intercoopérative s'inspire en fait du sixième principe coopératif de coopération entre les coopératives et relève d'un niveau méso, c'est-à-dire d'une dimension économique intermédiaire entre le niveau micro des coopératives en tant qu'entreprise individuelle et le niveau macro de la macroéconomie. La coopération entre coopératives peut prendre la forme de réseaux, d'agences, d'organisations représentatives ou de groupes coopératifs. Le livre présente des exemples de ces quatre types et montre dans quelle mesure ces structures ont été et continuent d'être fondamentales pour le développement des coopératives de base et comment elles interagissent entre elles en un tout cohérent. Les réseaux entre coopératives, tout d'abord, constituent souvent la première étape de l'évolution de la dynamique intercoopérative. Les réseaux donnent souvent naissance progressivement à des organisations représentatives, des agences ou des groupes entrepreneuriaux. Les études de cas présentées dans l'ouvrage fournissent plusieurs exemples de tels réseaux de coopératives, par exemple en Grèce et en Californie. Les réseaux entre coopératives ou, avant cela, entre promoteurs de coopératives fondés sur l'apprentissage mutuel ont également été à l'origine de la naissance du mouvement coopératif international et ont permis l'élaboration progressive des principes coopératifs dès le XVIIe siècle et probablement même encore plus tôt. Les organisations représentatives coopératives sont similaires aux organisations représentatives d'autres mouvements sociaux ou groupes d'intérêt. Mais outre leur rôle de représentation de leurs coopératives membres auprès des pouvoirs publics ou d'autres institutions et leur participation à l'élaboration de politiques publiques visant à promouvoir les coopératives, elles assument souvent, au fil du temps, une fonction d'agence agissant directement auprès de leurs coopératives membres, par exemple dans les domaines du conseil, de la formation ou de l'éducation. Il faut aussi noter que les organisations représentatives de coopératives sont apparues très tôt dans l'histoire. Au niveau national, les premières ont vu le jour en Allemagne et en Grande-Bretagne, respectivement, dans les années 1850 et 1860. Les premières organisations représentatives de coopératives de travail associés apparaissent dans les années 1880 en Grande-Bretagne et en France. De nombreuses organisations représentatives nationales de coopératives de travail associés ont été créées au cours des dernières décennies, notamment aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, au Japon et en Corée du Sud, entre autres. L'ouvrage décrit l'évolution des organisations représentatives coopératives dans les 15 pays où se situent ces études de cas. On constate que leur évolution tend à voir se développer progressivement en leur sein des structures territoriales et parfois sectorielles, comme c'est le cas dans les trois pays où les coopératives détenues par leurs travailleurs sont les plus développées, à savoir l'Italie, la France et l'Espagne. Toujours dans le domaine des organisations représentatives,
mais cette fois au niveau international, l'Alliance coopérative internationale, ou ACI, créée en 1895 après 3 décennies de tentatives et de travaux préparatoires en réseau, est l'une des premières organisations représentatives internationales au sein des différents mouvements sociaux, groupes d'intérêt. Elle a été fondée avant même que les organisations représentatives internationales de syndicats ou d'entreprises en général actuelles ne voient le jour. L'ACI a notamment pour mission de travailler en étroite collaboration avec le système des Nations Unies. Le mouvement coopératif international, réuni au sein de l'ACI, a progressivement mis en place des organisations sectorielles, notamment SICOPA dans le domaine des coopératives détenues par leurs travailleurs et les coopératives d'artisans, ainsi que des organisations régionales telles que Coopérative Europe, qui entretiennent des liens étroits avec les organismes publics régionaux correspondants. Les agences coopératives peuvent provenir directement de réseaux ou être créées par des organisations représentatives. Un chapitre entier du livre est consacré à la manière dont une agence financière italienne établie par les 3 confédérations coopératives italiennes avec l'appui des syndicats, appelée Cooperazione Finanza Impresa ou CFI, favorise le développement des coopératives détenues par les travailleurs, coopératives de travail associés et coopératives sociales, en particulier dans le domaine des transmissions d'entreprises par les salariés. Cette agence utilise des fonds provenant à l'origine de l'État en vertu d'une loi spécifique et les investit sous forme de capitaux propres, mais à but non lucratif, dans des coopératives individuelles ou dans des entreprises en crise destinées à être transformées en coopératives. Le chapitre montre que cette agence connaît le succès parce que, 1, elle est adaptée à la structure financière des coopératives, 2, elle exerce un effet de levier très important tant sur les associés eux-mêmes que sur d'autres institutions financières, et 3, elle fournit non seulement des fonds, mais aussi une expertise et des conseils essentiels, ce qui réduit fortement le taux d'échec et assure ainsi la viabilité financière de l'agence elle-même, qui peut désormais fonctionner essentiellement grâce à ses propres fonds en les réinvestissant sans cesse. L'État y gagne sur tous les fronts, car les entreprises en difficulté transformées en coopératives, qui sont généralement des coopératives prospères, finissent par payer des impôts qui dépassent largement les fonds publics initialement investis. Les groupes coopératifs entrepreneuriaux dotés d'une structure horizontale qui reproduit la logique des coopératives de base à un niveau supérieur constituent l'une des formes les plus originales de coopération entre coopératives. Les premiers de ces groupes dans l'histoire sont apparus en Grande-Bretagne dans les années 1860 parmi les coopératives de consommation. Et les premiers groupes de ce type parmi les coopératives de travail associés encore existants aujourd'hui sont apparus en Italie au début du XXe siècle. Ensuite, cette pratique italienne précoce consistant à créer des groupes entrepreneuriaux horizontaux parmi les coopératives de travail associés s'est transmise à partir des années 1980 aux coopératives sociales qui sont nées en Italie en grande partie au sein du mouvement des coopératives de travail associés. L'un des exemples les plus illustres de groupes d'entreprises horizontales parmi les coopératives est Mondragon, auquel le livre consacre d'ailleurs un chapitre spécifique et qui est passé d'une poignée de coopératives de travail associé locales à l'un des principaux groupes d'entreprises d'Espagne. La structure du groupe préserve la logique horizontale des coopératives et offre différents échelons entrepreneuriaux, depuis les coopératives de base individuelles jusqu'à la structure dirigeante du groupe, avec des structures intermédiaires entre les deux. Le groupe coopératif offre des échelles entrepreneuriales importantes dans les domaines de la finance, de la formation et de l'éducation, de la recherche et développement, de l'internationalisation, etc. Il est également intéressant de noter qu'un groupe comme Mondragon peut avoir un effet de promotion indirect autour de lui. La plupart des coopératives du Pays basque espagnol ne font pas partie de Mondragon, mais le modèle de Mondragon a indirectement contribué à promouvoir les coopératives dans cette région, qui est devenue l'une de celles présentant la plus forte densité de coopératives au monde, ainsi que l'une de celles affichant le plus haut niveau d'égalité au monde, tout en étant l'une des régions les plus industrialisées d'Espagne. Toutes ces structures de niveau maison entre coopératives sont,
comme les coopératives elles-mêmes, démocratiques, autonomes vis-à-vis de l'État ou d'autres acteurs et non spéculatives. Elles agissent en coordination entre elles en un tout cohérent et constituent l'un des facteurs clés de la résilience et du développement des coopératives à l'échelle mondiale. Ce thème de la coopération entre coopératives et du niveau méso est abordé plus en détail dans le livre Cooperativism at Work. Vous trouverez une présentation générale de cet ouvrage sur la chaîne YouTube du même nom, Cooperativism at Work.